Ok, c'est nous qui ouvrons le bal. Deuxième, ok. Eh ben, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci aux Assises. Et nous, on a fait le choix de venir en binôme, la start-up Viscab et son partenaire, Cogedim. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est du mur qu'il va falloir descendre, puisque dans les 10 prochaines années, la construction fait face à son plus grand défi environnemental. Il va falloir, si on veut atteindre les objectifs du net zéro d'ici à 2050, diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre émises par les mètres carrés liés au bâtiment. Et si on zoome sur la totalité de l'impact climatique de ces mètres carrés, quand on regarde l'impact des futurs mètres carrés, ceux qu'on va construire dans le futur, pas ceux qui sont existants, 90% de l'impact est lié au carbone incorporé. Qu'est-ce que c'est le carbone incorporé? C'est le carbone ou les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises au moment de la fabrication des matériaux et puis leur fin de vie. Et puis le carbone opérationnel, quand on chauffe, quand on rafraîchit, quand on ventile, quand on éclaire, c'est plus que 10%. Donc on voit que le défi, il est vraiment sur cette notion de carbone incorporé. Et depuis le 1er janvier 2022, il y a des obligations qui ont été mises en place avec la nouvelle réglementation 2020. On doit toujours faire des calculs énergétiques en kilowattheure énergie primaire par mètre carré avec des seuils de consommation à ne pas dépasser. Il y a toujours, et on les renforce, des indicateurs sur le confort, parce qu'évidemment, il faut être sobre, mais il faut que ça reste confortable, et on voit que ça devient un sujet qui est de plus en plus prégnant. Mais on a rajouté cette deuxième dimension environnementale, qui est le carbone, avec des obligations qui sont très claires, puisque maintenant le maître d'ouvrage doit s'engager à les respecter et à ne pas dépasser ces seuils, avec des seuils qui vont baisser tous les 3 ans de 25%. Donc il faut déjà faire mieux en 2022, mais en 2025, il faudra encore faire mieux. 2028, 2031, les règles sont claires, elles ont été fixées pour l'ensemble de la filière. Et donc il faut s'engager au stade du permis de construire, donc faire une conception qui tienne compte de ces aspects. Le maître d'ouvrage devra s'assurer qu'il y ait un calcul carbone conforme à la norme qui ait été réalisé avant la date d'ouverture du chantier, donc plus tard. Donc en général, ça va se passer au moment des appels d'offres travaux. Puis on va le suivre pendant le chantier parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans un chantier qui va durer 18-24 mois en logement collectif. Les matériaux qu'on avait imaginés ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, donc il faut suivre les quantités, mettre à jour cette évaluation carbone jusqu'à la livraison et publier ce calcul carbone avec une attestation de conformité qui sera délivrée par le contrôleur technique. Donc vous voyez, il y a tout un cycle d'obligations. Et ça permet de commencer par compter, pour savoir de quoi on parle, et petit à petit d'identifier des gisements, des leviers d'amélioration de l'impact carbone du bâtiment. Et nous, Viscab, on se positionne comme une plateforme tiers de confiance carbone du bâtiment qui va permettre de générer cette donnée, la faire circuler, la collecter avec le moins de friction possible pour que les prescripteurs du bâtiment, qu'ils soient décideurs ou ingénierie, puissent mieux travailler sur ces sujets entre eux, mais aussi connecter les fournisseurs de matériaux de la construction qui, eux, vont utiliser cette donnée carbone pour mieux valoriser les produits qui sont décarbonés et les positionner dans les projets au bon moment, que ce soit en phase de conception, puis ensuite en phase d'appel d'offres. Ah bah oui, je crois que... Hop. Et donc, on a développé toute une suite de logiciels. D'abord, une bibliothèque Viscab qui permet de générer, de comparer, de diffuser les meilleures pratiques de systèmes constructifs pour les projets. On a également développé un outil qui s'appelle Viscab Explo qui va permettre très très tôt, de la faisabilité jusqu'au permis de construire, d'élaborer des budgets carbone qui vont être sécurisés parce qu'on les détaille lot par lot. Ça permet d'avoir un atterrissage qui est planifié, puis aussi de partager le travail parce que le carbone, il y en a de partout. Il y en a dans la structure, il y en a dans les sols, il y en a dans les menuiseries. Et c'est important de pouvoir donner des objectifs intelligents, quantifiés, qui permettent ensuite aux différents acteurs qui vont se retrouver sur le projet, d'abord les concepteurs, ensuite les entreprises, d'avoir des objectifs qui soient plus faciles à gérer. Parce qu'en fait, en réalité, sur ces sujets, personne n'a d'ordre de grandeur. C'est difficile en fait aujourd'hui, quand on vous dit maintenant, il faudra que ça soit 750 kg équivalent de CO2 par mètre carré.
c'est un objectif qui est donné, mais ensuite il faut pouvoir le saucissonner et le répartir en termes de responsabilité pour que chacun puisse faire sa part. Ensuite, il va falloir faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie, ce fameux calcul carbone dit réglementaire, donc au moment de l'appel d'offres du chantier jusqu'à la livraison. Là, on a un outil qui est certifié. Soit ce sont les bureaux d'études qui vont réaliser ça sur le projet, soit nous, on a développé, et c'est éligible pour les maîtres d'ouvrage qui sont les plus digitalisés, une plateforme qui permet d'automatiser le plus possible ces calculs. Donc on va abonner nos clients maîtres d'ouvrage à ces calculs carbone. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir capitaliser sur sa donnée pour identifier des leviers sur le long terme. Et donc on a développé Viscab Analytics, ça permet de couvrir les obligations de reporting à l'échelle de l'ensemble de sa production, et puis aussi de pouvoir mettre ses partenaires autour de la table, ses partenaires industriels, fabricants de matériaux, et bâtir avec eux des stratégies sur le long terme, parce qu'évidemment on ne change pas tout le poids carbone d'un ensemble de gammes de matériaux en quelques semaines. Il faut une durée industrielle pour ça. Et c'est pour ça que Viscab Analytics va permettre de donner des informations très précises, très puissantes, grâce à la donnée. Voilà, donc évidemment, il y a une plateforme, mais il y a des gens derrière, des femmes, des hommes. On est une trentaine de personnes chez Viscab maintenant. On grossit grâce à nos partenaires. Et vous voyez, avec des valeurs qui sont très fortes, développer des outils qui, grâce à la donnée, grâce au digital, rendent utiles et actionnables ces sujets, basés sur une rigueur scientifique, c'est vraiment notre maître mot. Et puis pour pouvoir se développer, on a 2 investisseurs de référence, EOPropTech, qui est le plus gros fonds d'investissement dans les construction tech en Europe, basé à Londres, et puis la Caisse des dépôts, Banque des territoires, je pense que vous connaissez un peu plus. Et ben, je vais laisser la parole maintenant à Lucie, pour qu'elle vous parle un petit peu de notre partenariat et du déploiement qu'on a en cours actuellement. Effectivement, du coup, Cogedim a déployé un partenariat avec Viscab il y a quelques mois. Pour nous, l'objectif, c'était de manager la culture interne autour du carbone auprès des opérationnels et d'être en capacité de leur apporter des outils pour qu'ils puissent maîtriser le fameux ratio coût carbone. Donc, au cours des derniers mois, on a déployé les outils que vous a présentés Guillaume juste avant. À la fois sur nos populations techniques résidentielles, mais également sur nos populations techniques tertiaires. Donc ça représente à peu près 80 personnes partout en France. En termes de résultats, du coup, effectivement, ça nous a permis de monter en compétence des équipes. L'objectif, c'était aussi un des résultats, c'était aussi d'avoir une fiabilisation dès la phase amont du projet de cette performance carbone, d'être aussi que nos équipes soient aussi en mesure d'avoir la compréhension de ces fameuses études carbone qui ne sont pas forcément hyper limpides pour tout le monde, de sorte à avoir la capacité d'échanger, de fédérer tous les acteurs de la conception d'un projet immobilier autour de cet objectif du bas carbone. Et enfin, un des principaux résultats, et peut-être le plus important, c'est le fait de pouvoir agréger toute cette data et de pouvoir en ressortir des leviers pertinents pour décarboner à la fois à l'échelle du projet immobilier, mais aussi plus généralement. Du coup, c'est quelque chose qui a duré effectivement plusieurs mois, et en fait, on ne s'est pas arrêté à là. C'est-à-dire que tous les outils que vous avez vus jusqu'avant, aujourd'hui, on entre dans une phase de personnalisation, de personnaliser tous ces outils pour qu'ils soient encore plus opérationnels et plus faciles à utiliser pour les populations techniques chez nous. Et du coup, voilà, c'est plutôt une bonne expérience. On tient à remercier Viscab déjà pour leur réelle expertise autour du carbone, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prétend un petit peu expert du carbone, mais tout le monde ne l'est pas forcément. Aussi leur patience, parce qu'en fait, on leur en demande beaucoup, ils nous en demandent beaucoup aussi. Et en fait, c'est aussi sympathique, effectivement, de travailler avec eux, parce que dans le sens où tous ces sujets de conduite du changement, de formation, de parler de nouveaux sujets, c'est d'autant plus facile de faire passer tout ça quand on travaille avec des personnes agréables. Voilà. Eh ben merci. Peut-être un petit mot pour conclure.
j'étais assez fier en fait des retours qui nous étaient faits par les équipes, parce qu'ils nous disaient, tu vois Guillaume, ce que vous avez développé avec Viscab, avec ton équipe, c'est finalement intéressant parce que vous amenez une réponse à l'échelle du projet. Et quand on bâtit, en fait, c'est ça notre business, on fait des projets. Mais vous amenez aussi quelque chose aussi à l'échelle de l'organisation. C'est intéressant quand on va faire 20, 50, 100 projets par an, d'avoir une vision qui est globale à l'échelle de l'ensemble de sa production. Et surtout, et c'était ça qui m'a le plus touché, on va dire, tu apportes aussi quelque chose, vous apportez quelque chose à l'échelle de l'individu. Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre dans les mains des outils qui font que le matin, quand un responsable technique ou un responsable de programme, il arrive au boulot, il trouve qu'il y a une cohérence entre les objectifs bas carbone qu'on va lui donner et puis les outils qu'on lui met dans les mains, qui sont les moyens grâce auxquels il va pouvoir réussir à faire ça. Et nous, on a l'habitude de dire que oui, on est une plateforme digitale, derrière, il y a de l'accompagnement, et surtout, il n'y a rien de magique. On ne va pas piloter le carbone simplement en un clic. C'est vraiment un sujet où il faut faire des efforts, donc nous, on se considère plutôt comme un espèce de Sherpa. Et après, le boulot, c'est les opérationnels qui le font sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup Guillaume, merci Lucie. On a un petit peu de temps pour les questions, d'autant plus qu'on a un tout petit retard de train sur le suivant, donc on a 5 minutes de plus, donc n'hésitez surtout pas. Je vous demanderai juste de vous présenter, si c'est possible, et la structure dans laquelle vous représentez. Bonjour, Denis Imbert, architecte. Vous parliez de ratio coût carbone, est-ce que vous pouvez développer un peu cette définition, cette notion ? C'est un indicateur du coup euro / kilogramme CO2. Donc c'est parce qu'en fait faire du bas carbone, tout est toujours possible. Après, il faut avoir une équation économique réaliste en face de ça. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter, notamment aussi avec nos architectes et aussi les industriels, pour trouver des leviers de décarbonation qui soient à des coûts acceptables et maîtrisés, surtout par les temps qui courent. Mais est-ce que quand vous parlez de ratio coût carbone, est-ce que c'est juste le questionnement sur ce que coûtent les options carbone conformes à la réglementation, nouvelle réglementation, ou est-ce que c'est un outil de mesure très précis que vous définissez sur chaque projet par rapport à sa nature, par rapport à sa surface, par rapport voilà, est-ce que c'est un outil de mesure concret que vous mettez en place sur chaque projet ? Non, ce n'est pas un outil de mesure très précis. On va regarder à l'échelle de chaque projet, mais pas forcément à l'échelle du produit en question, mais plutôt sur la forme générale, la conception, les solutions techniques qui sont mises en œuvre derrière. Par contre, effectivement, sur la partie purement produit, c'est-à-dire sur peut-être un lavabo, peut-être effectivement regarder un ratio, combien il coûte et combien de carbone il émet, peut-être pour aller chercher quelque chose de plus vertueux. Mais ce n'est pas forcément à l'échelle du lavabo en lui-même que la solution du carbone va se réduire, mais plutôt à l'addition de tout, de différents éléments, équipements et produits installés dans un bâtiment. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir aboutir, comme on l'a vu je dirais à l'époque passée, dans certains créneaux de promotion privée comme la construction individuelle, on aboutissait à une solution économique minimale qui permettait aux constructeurs d'offrir par rapport au budget des ménages la solution qui, à eux, leur permettait de gagner leur vie en tant que constructeurs et aux clients d'accéder à la propriété. Est-ce qu'avec RE 2020, on va aboutir petit à petit avec l'expérience à une solution technologique optimale ou est-ce qu'il y aura autant de solutions que de projets ? Je pense qu'on ne va pas répondre pour tout le monde, mais en tout cas, moi, peut-être ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être une forme de standardisation dans certains cas, mais je trouve que le sujet du carbone, en fait, permet de révéler, en fait, pour moi, avant, il y avait peut-être un côté effectivement très industrialisation de ce métier. Aujourd'hui, on est plutôt dans un peu la haute couture, la chirurgie, où il va falloir mettre autour de la table les bonnes personnes, les bonnes expertises pour trouver des solutions bas carbone sans éviter de tomber dans la standardisation.
Mais peut-être que la standardisation sera une façon de répondre à la décarbonation. Oui, bonjour. Commission prospective de l'association Cobati. Le carbone incorporé au patrimoine existant vous intéresse-t-il aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est des sujets qui reviennent souvent sur la table. Nous, on travaille et on contribue notamment spécifiquement sur cette brique aux travaux du hub des prescripteurs bas carbone de l'IFPEB. Toujours est-il qu'on prend aussi, nous, dans notre feuille de route produit, les choses les unes après les autres. Ce qui est rentré en force, c'est la RE 120, donc le carbone incorporé dans le neuf. Du coup, on a commencé par le logement, puis maintenant le bureau. Et donc petit à petit, on suivra aussi la feuille de route réglementaire. Puis peut-être aussi pour répondre à la question précédente de monsieur, je crois surtout que ce qu'ont compris les acteurs, c'est que, je ne l'avais pas cette slide, mais je pense que vous la connaissez, c'est je l'ai montré tout à l'heure, c'était la première slide, et en fait il va y avoir des budgets carbone qui vont baisser tous les 3-5 ans. Et donc en fait on va être en continuel renouvellement de tests de nouveaux systèmes constructifs, plus biosourcés, avec une part de réemploi, de recyclage. Et donc non, je pense qu'en fait on part vers beaucoup d'innovation, parfois peut-être même en revenant à des choses qu'on avait pu tester par ailleurs et puis oublier. Et je vois par exemple ce qui peut se faire en construction de terre crue, c'est des savoir-faire qui existaient dans certains terroirs. Peut-être qu'on va revenir chercher aussi la capacité et le savoir-faire des compagnons pour pouvoir mettre en œuvre ce type de technique. Bonjour, Jean-Luc de la Fontaine pour Je bâtis ma maison. Vous parlez de terre crue, c'est une très bonne idée. Par contre, il faut savoir que tous les matériaux biosourcés, si vous prenez construction paille, méthode Greb ou des techniques de Piso ou quoi que ce soit, sont des techniques beaucoup plus laborieuses et beaucoup plus onéreuses au niveau temps. Donc, je pense que de réintégrer l'autoconstruction partielle ou totale dans les projets sera, à mon avis, aussi une solution à prendre en compte. Sans doute. Je l'ai vu dans le passé, plus pour des questions économiques en réalité que pour des questions carbone, mais c'est une voie également. Ouais. Justement, bonjour, Servan Verrecchia et je travaille pour Construction Verrecchia. Vous parlez beaucoup du biosourcé, mais au niveau de la gestion de l'eau et des besoins d'eau, et on sait qu'avec le réchauffement climatique, là par exemple cet été, les gens ne pourront même plus laver leur voiture. Comment l'avenir se positionne là-dessus, dans le sens où est-ce que plus tard on va utiliser de l'eau pour arroser les arbres ou les choses qui sont issues dans le système biosourcé? Ou comment vous avez pensé à ça, à tout ce qui concerne l'eau? Parce que je pense que ça va être un sujet. Ouais, je suis tout à fait aligné avec vous. Il faut savoir que quand on fait ces calculs, il y a une norme, puis on appelle une base de données qui est IGNES. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous qui s'intéressent à ces questions connaissent. Et dans cette base de données, il y a donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et ces indicateurs sont contenus en fait dans une FDS. Il y a 27 indicateurs, y compris les consommations en eau potable. Et on peut faire demain, avec un outil comme BISCAP, des calculs où on exprime l'indicateur environnemental en consommation d'eau. C'est possible. Et sans doute que ça fera partie des sujets qui peu à peu vont venir sur la table par la pression actuelle. Bonjour, François Moerman, je suis ingénieur en transition. Juste, je reviens sur la rénovation. Du coup, ça fait partie de votre feuille de route, l'intégration. Ouais, en fait, on peut déjà utiliser nos outils de façon un peu détournée pour calculer du carbone incorporé sur un scénario où on va conserver certains éléments du bâtiment. C'est simple, on les met à 0 en quantité, puis du coup, on voit ce qui se passe. Ce que je disais, c'est que c'est des sujets qui vont venir dans un deuxième temps. Je parle pour nous d'un point de vue de développement technique, parce que c'est lourd de développer une plateforme SaaS. Et donc, quand il y a une traction et une pression réglementaire, parce qu'il y a des budgets carbone qu'il faut ne plus dépasser sur du neuf, en logement, en bureau, on commence par amener ces réponses-là à nos clients et partenaires, et puis ensuite, petit à petit,
d'autres sujets viendront, comme le carbone incorporé dans la réhabilitation, effectivement. Ouais. Juste, parce que j'ai un doute, mais les grosses rénovations, elles sont soumises également à la réglementation RE 2020, enfin, même à partir d'un seuil de surface et de montant de travaux. Ouais, mais du coup, là, vous êtes quasiment sur la même logique. Ce que moi j'entends par la notion de carbone incorporé dans la rénovation, ce qui est massif en fait, c'est ce qu'on appelle le gros entretien maintenance. Et finalement, à chaque fois qu'on va intervenir sur le bâti, en fonction des matériaux qu'on va poser, qu'est-ce qu'on réembarque comme carbone? Basiquement, c'est si j'isole beaucoup un bâtiment existant avec de l'isolant en polystyrène, bah, j'aurai forcément un retour sur investissement carbone, malgré les économies d'énergie que je vais faire, qui sera plus lent que quelque chose qui serait moins carboné. Oui, bonjour, Amor Frigui, constructeur. Comment vous allez embarquer avec vous ceux qui vont construire, notamment si vous mettez en place cette plateforme au niveau conception? Comment en phase d'exécution, l'entreprise qui va construire va utiliser cette application? Est-ce qu'il y aura un référent carbone qui sera nommé pour la partie construction? Comment c'est mis à jour? Parce que souvent, entre la partie conception et la partie exécution, il peut y avoir, je sais pas moi, les évolutions de matériaux, il peut y avoir des surconsommations de béton. Enfin voilà, comment ça se met à jour en phase d'exécution? Est-ce que c'est une plateforme qui sera partagée par tous de manière dès la nomination des entreprises? Voilà. En fait, on associe les entreprises au moment des appels d'offres, parce qu'en fait, c'est grâce à leurs données qu'on va mettre à jour le calcul, parce que nous, on va travailler sur les devis entreprises. On sait que le devis entreprise, en termes de quantité, c'est pas forcément ce qui sera mis en œuvre, mais bon, on affine petit à petit, parce qu'on suit le tunnel finalement du projet. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'une ACV réglementaire, c'est environ 600 lignes qu'il faut saisir. Mais souvent, on arrive à sortir les 25, 30 ou 40 lignes qui font 80, 85, 90% de l'impact. Donc là où on va mettre de l'attention, c'est dans ce plan de contrôle pour être focalisé sur ce qui pèse lourd et être particulièrement attentif aux matériaux, à son impact unitaire et aussi aux quantités, parce qu'effectivement, on peut avoir des surprises, en plus ou en moins. Et quand c'est sur des composants qui pèsent lourd, ça pose parfois problème. Mais je dirais que par rapport à ça, c'est toute la filière qui commence à se frotter à ces questions-là. Avant, il y avait une poignée de gens qui faisaient des calculs carbone. Maintenant, du jour au lendemain, tout le monde doit en faire. Tout le monde doit maîtriser ça. Donc là, c'est devant nous, quoi. On a encore un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sinon, moi j'en ai une à la limite. Votre mode de contractualisation, alors ça peut être une question pour votre expérience avec OGEDIM, mais plus généralement, quand vous arrivez, est-ce que c'est dans le cadre d'une équipe de maîtrise d'œuvre sur un projet? Est-ce que c'est dans le cadre de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage plus générale, directement avec le maître d'ouvrage? Est-ce que c'est dans le cadre d'une montée en compétences des équipes et donc pas forcément raccroché à un projet? Comment ça se passe? Nous, on a un modèle économique d'abonnement avec deux grands segments qui sont les ingénieries et architectes, et puis les maîtres d'ouvrage. Et on essaye d'avoir quelque chose qui est le plus juste possible, ce qui fait qu'on taille et on calibre nos abonnements en fonction du nombre de projets que vous avez estimé que vous allez faire à minima dans l'année. Et ça permet d'avoir accès en général à toutes les solutions, parce que quel que soit l'acteur que vous êtes, vous touchez à peu à toutes nos solutions, pas tout à fait de la même façon. Une ingénierie va être plus dans le détail, plus experte. Un maître d'ouvrage va chercher à équiper ses équipes avec des solutions qui lui permettent d'avoir des premières estimations très rapidement. Donc là, on va faire de la personnalisation du paramétrage. Et puis le niveau d'accompagnement, effectivement, du segment maître d'ouvrage est un petit peu plus fort parce qu'on va embarquer de la formation, ces moments aussi de personnalisation, de paramétrage. Et puis, quelque chose qui est plus spécifique aussi au maître d'ouvrage, c'est toute la partie analyse de la qualité de la donnée et puis reporting à la fin dans Viscab Analytics. C'est pas trop une demande pour l'instant des ingénieries ou des archis, ça pourrait venir, mais c'est plutôt une demande des maîtres d'ouvrage, tout simplement au départ parce que ils ont l'habitude des contrats cadres pluriannuels et puis surtout ils ont une obligation de reporting. Ils sont soumis à un reporting RSE, notamment carbone, donc ils ont besoin d'avoir cette donnée. Tant qu'à faire, autant produire une donnée qui est granulaire et qui est de haute qualité.
coup, Lucie, si vous pouviez témoigner finalement de l'avant-après, de cette montée en compétences des équipes, de comment elles ont perçu la prise en main de l'outil et puis finalement de la prise en main de la notion de carbone avant et après la mise en œuvre de votre partenariat. Le sujet du carbone, il est quand même pas tout à fait nouveau, hein, mais ces outils effectivement puissants pour nous accompagner au quotidien et faciliter le travail des opérationnels, ça date d'hier, hein, c'est quand même très récent. Donc ce que je vois, ce que je constate du terrain, c'est qu'en fait ils se rendent compte que l'outil leur facilite énormément la vie. Dans le sens où, effectivement, quand Guillaume parlait de 600 lignes à saisir à la main pour avoir vraiment le poids carbone d'une opération en général, là, l'outil le fait en partie automatiquement. Et donc, il y a cette partie d'automatisation du travail et surtout, en fait, détecter, je dirais, des sources d'erreurs plus facilement. Et puis avoir peut-être plus de capacité qu'avant, plus de compréhension de comment est constituée une étude carbone pour pouvoir avoir peut-être à la fois un retour peut-être critique et mieux saisir, mieux identifier quels sont à la fois les leviers qui pourraient permettre de décarboner et en même temps être capable de les porter autour de toute l'équipe projet, toute l'équipe conception, que ce soit en interne ou en externe avec nos archis, nos bureaux d'études, peut-être les municipalités pour créer un changement en ce sens-là. Merci beaucoup. Merci Lucie, merci Guillaume pour cette présentation.